Hé hé, bonjour, bonjour. Nous sommes vendredi 17 avril, c'est aujourd'hui l'anniversaire de Benjamin Girardin. Voilà, joyeux anniversaire Benj. Nouveau jour et surtout nouvelle lecture, nouvelle œuvre que je n'ai pas annoncée donc. Je vais l'introduire un petit peu et vous dire à quelle sauce vous allez être mangé. C'est très simple et en même temps, voilà, l'idée m'est venue il y a quelques jours, je me suis fait la réflexion qu'on était un peu aujourd'hui, on était emporté, on subissait le flot de la transmission du virus. Comme jadis, Ulysse a subi les flots de la mer tumultueuse. Ah ah. On est maintenant à quoi 31e jour de confinement, quelque chose comme ça. Je dirais qu'on est dans la haute mer du confinement et qu'on rêve tous un petit peu de retrouver notre Ithaque. Vous l'aurez compris, je nous emmène du côté d'Homère. Mais alors, je ne vais pas vous lire ni l'Iliade et l'Odyssée. Je vais vous lire quelqu'un qui a écrit dessus, un auteur que j'adore, que j'admire. C'est Sylvain Tesson. Voilà, le livre choisi est donc Un été avec Homère de Sylvain Tesson. On va partir en voyage avec lui. Voilà, c'est un peu. Je vous propose dans le dans le fouillis qu'il y a en ce moment, d'avoir un petit rendez-vous quotidien fixe, un petit repère dans la tempête. Voilà, je crée une petite île au milieu du grand voyage d'Ulysse, une petite île où vous pourrez toujours me retrouver le matin à 11 heures. Voilà, ça sera ici. Je ne m'étends pas sur mon introduction, puisqu'aujourd'hui je vais lire l'introduction, donc on va pas faire double intro. Un été avec Homère, épisode 1 donc, l'avant-propos. Il y aura pas mal de citations dans le livre, donc je dirais citations. Les citations de l'Iliade ou de l'Odyssée, évidemment. Allez, c'est parti. Avant-propos. Ce fut un honneur, un bonheur d'enregistrer Un été avec Homère. L'occasion m'était offerte de plonger dans l'Iliade et l'Odyssée. Un voyage permet de se laver aux cascades, de même on éprouve jouissance à se lustrer dans un poème. Pendant des mois, je respirais au rythme homérique, entendais la scansion des vers, rêvais de bataille et d'embarquement. Bientôt, l'Iliade et l'Odyssée m'apprirent à vivre mieux. En outre, elles commentaient notre actualité. C'est le miracle antique. Il y a 2500 ans, un poète, quelques penseurs, des philosophes jetés ou débarqués sur les cailloux de Légée ont délivré au monde des enseignements dont l'acuité n'a pas été amoindrie par les siècles. Les Grecs nous renseignent sur ce que nous ne sommes pas encore devenus. 21e siècle, le Moyen-Orient se déchire. Homère décrit la guerre. Les gouvernements se succèdent. Homère peint la dévoration des hommes. Les Kurdes se battent avec héroïsme sur leur terre. Homère raconte la lutte d'Ulysse pour recouvrer son pouvoir usurpé. Les catastrophes écologiques nous terrifient. Homère brosse la fureur de la nature devant la folie de l'homme. Tout événement contemporain trouve écho dans le poème, ou plus précisément, chaque soubresaut historique est le reflet de sa prémonition homérique. Ouvrir l'Iliade et l'Odyssée revient à lire un quotidien. Ce journal du monde, écrit une fois pour toutes, fournit l'aveu que rien ne change sous le soleil de Zeus. L'homme reste fidèle à lui-même, animal grandiose et désespérant, ruisselant de lumière et farci de médiocrité. Homère permet d'économiser l'abonnement à la presse. Apparaît Ulysse. Qui est cet homme paradoxal? Il aime l'aventure mais veut rentrer chez lui. Il se montre curieux de l'univers mais nostalgique de sa maison. Il goûte aux nymphes mais pleure Pénélope. Se jette dans l'aventure mais rêve du foyer. Ulysse, faux voyageur, est aventurier par force et casanier par vocation, ironisait Vladimir Yankelevitch dans l'aventure. Ce champion de force et de ruse se montre insaisissable, tiraillé entre les penchants. C'est toi, lecteur. C'est moi, c'est nous, notre frère. On avance dans l'Odyssée comme devant le miroir de sa propre âme. Là réside le génie, avoir tracé en quelques champs le contour de l'homme. Personne depuis ne s'est refait. Au long de ces lignes chatoie la lumière, l'adhésion au monde, la tendresse pour les bêtes, les forêts, en un mot, la douceur de la vie. Voilà ce que je vais vous lire, la douceur de la vie.
N'entendez-vous pas la musique des ressacs en ouvrant ces deux livres? Certes, le choc des armes la recouvre parfois, des âmes aussi, mais elle revient toujours, cette chanson d'amour adressée à notre part de vie sur la terre. Homère est le musicien, nous vivons dans l'écho de sa symphonie. Ce poème me traversait dans l'organisme les sucs d'une vitalité perdue. Lire Homère soulève. C'est la fonction organique des œuvres éternelles. De temps en temps, les Grecs offraient pour ainsi dire des fêtes à toutes leurs passions, à tous leurs mauvais penchants naturels. C'est là ce que le monde a de proprement païen. Martelle Nietzsche dans Ecce Homo. Entrée dans la fête, elle bat toujours son plein. Les textes que vous vous apprêtez à lire, à entendre, sont la retranscription de mes émissions. On ne s'adresse pas aux auditeurs comme aux lecteurs. Parler n'est pas écrire. À la table d'enregistrement, la parole est fluctuante, plus libre, moins bordée, comme on le dit d'une voile. Après tout, parler d'Homère dans un micro est une histoire grecque. C'est une navigation sur les ondes. On pardonnera, j'espère, les embardés. On en veut, Sylvain Tesson, des embardés. Oui, vous verrez, c'est plein de phrases coup de poing. D'où viennent ces mystères? La proximité des œuvres éternelles. L'Iliade est le récit de la guerre de Troie. L'Odyssée raconte le retour d'Ulysse en son royaume d'Ithaque. L'une décrit la guerre, l'autre la restauration de l'ordre. Toutes deux dessinent les contours de la condition humaine. À Troie, la ruée des masses enragées, manipulées par les dieux. Dans l'Odyssée, Ulysse circulant entre les îles et découvrant l'échappatoire. Entre les deux poèmes, une très violente oscillation. Malédiction de la guerre ici, possibilité d'une île là-bas. Tant des héros d'un côté, aventure intérieure de l'autre. Ces textes ont cristallisé des mythes qui se répandaient par le truchement des Aèdes dans les populations des royaumes mycéniens de la Grèce archaïque, il y a 2500 ans. Ils nous semblent étranges, parfois monstrueux. Ils sont peuplés de créatures hideuses, de magiciennes belles comme la mort, d'armées en déroute, d'amis intransigeants, d'épouses sacrificielles et de guerriers furieux. Les tempêtes se lèvent, les murailles s'écroulent, les dieux font l'amour, les reines sanglotent, les soldats sèchent leurs larmes sur des tuniques en sang, les hommes s'étripent. Puis une scène tendre interrompt le massacre. Les caresses arrêtent la vengeance. Préparons-nous, nous passerons des fleuves et des champs de bataille, nous serons jetés dans la mêlée, conviés à l'assemblée des dieux, nous essuierons des tempêtes et des averses de lumière, serons nimbés de brume, pénétrerons dans des alcôves, visiterons des îles, prendrons pied sur des récifs. Parfois, des hommes mordront la poussière, à mort. D'autres seront sauvés. Toujours les dieux veilleront. Et toujours le soleil ruissellera et révélera la beauté mêlée à la tragédie. Des hommes se démèneront pour mener leurs entreprises, mais derrière chacun, un dieu jouera son jeu. L'homme sera-t-il libre de ses choix ou obéira-t-il à son destin? Est-il un pauvre pion ou une créature souveraine? Îles, caps et royaumes déploient le décor de ces poèmes. Dans les années 1920, le géographe Victor Bérard en effectua une très précise localisation. Du Mare Nostrum a jailli l'une des sources de notre Europe, fille d'Athènes autant que de Jérusalem. D'où viennent ces chants surgis des profondeurs explosant dans l'éternité? Pourquoi conserve-t-il à nos oreilles cette incomparable familiarité? Comment expliquer qu'un récit de 2500 ans d'âge résonne avec un lustre neuf, un pétillement de calanque? Pourquoi ces vers à la jeunesse immortelle nous apprennent encore l'énigme de nos lendemains? Pourquoi ces dieux et ces héros semblent-ils si amicaux? Les héros de ces chants vivent encore en nous. Leur courage nous fascine, leurs passions nous sont familières, leurs aventures ont forgé des expressions que nous employons. Ils sont nos frères et sœurs évaporés. Athéna, Achille, Ajax, Hector, Ulysse et Hélène. Leurs épopées ont engendré ce que nous sommes, nous autres Européens, ce que nous sentons, ce que nous pensons. Les Grecs ont civilisé le monde, écrivait Chateaubriand. Homère continue à nous aider à vivre. Il y a deux hypothèses à ce mystère de la présence d'Homère. Soit les dieux ont vraiment existé et inspiré leur hagiographe, ils lui ont insufflé une prescience. Lancé dans l'abîme des temps, le poème était prémonitoire, destiné à rencontrer notre époque. Soit rien n'a changé sous le soleil de Zeus, et les thèmes qui traversent les poèmes
la guerre et la gloire, la grandeur et la douceur, la peur et la beauté, la mémoire et la mort, sont le combustible du brasier de l'éternel retour. Je crois à cela, l'invariabilité de l'homme. Les sociologues modernes se persuadent que l'homme est perfectible, que le progrès le bonifie, que la science l'améliore. Fadaise! Le poème homérique est immarcessible, car l'homme, s'il a changé d'habit, est toujours le même personnage, mêmement misérable ou grandiose, mêmement médiocre ou sublime, casqué sur la plaine de Troie ou en train d'attendre l'autobus sur les lignes du siècle XXI. Vous verrez, c'est plein de phrases coup de poing. Toute affaire cessante. Vous souvenez-vous du temps de notre enfance où nous devions lire ces textes à longue barbe? Nous étions en sixième, Homère au programme. Nous étions faits pour courir les bois. Nous nous ennuyions fermes et regardions par la fenêtre de la classe un ciel où n'apparaissait jamais aucun char. Pourquoi ne pas laisser infuser en nous un poème d'or, d'une modernité électrique, éternelle parce qu'originelle, un chant de bruit et de fureur riche de leçons, et d'une beauté si douloureuse que les poètes continuent aujourd'hui à le murmurer en pleurant. Un conseil dadaïste, quittons nos préoccupations accessoires, remettons la vaisselle à demain, éteignons les écrans. Ouais. Ah bah mince. Laissons pleurer les nourrissons, et ouvrons sans tarder l'Iliade et l'Odyssée pour en lire des passages à haute voix, devant la mer, la fenêtre d'une chambre, au sommet d'une montagne. Laissons monter en nous les chants inhumainement sublimes. Ils nous aideront dans le brouillard de notre temps, car d'horribles siècles s'avancent. Demain, des drones surveilleront un ciel pollué de dioxyde, des robots contrôleront nos identités biométriques, et il sera interdit de revendiquer une identité culturelle. Demain, 10 milliards d'êtres humains connectés les uns aux autres pourront s'espionner en temps continu. Des multinationales nous proposeront la possibilité de vivre quelques décennies de plus en monnayant des opérations de chirurgie génique. Homère, vieux compagnon d'aujourd'hui, peut chasser ce cauchemar post-humaniste. Il nous offre une conduite, celle d'un homme déployé dans un monde chatoyant, et non pas augmenté sur une planète rétrécie. Homère, notre père. 15 000 vers de l'Iliade, 12 000 de l'Odyssée. À quoi bon écrire encore? Les fresques pariétales de Lascaux auraient pu mettre un terme à la production picturale. L'Iliade et l'Odyssée auraient dû clore la création littéraire. Nos bibliothèques ne crouleraient pas sous le poids des mots. L'Iliade et l'Odyssée inaugurent l'âge de la littérature et achèvent le cycle de la modernité. Tout se déploie en quelques hexamètres. La grandeur et la servitude, la difficulté d'être, la question du destin et de la liberté, le dilemme de la vie paisible et de la gloire éternelle, de la mesure et du déchaînement, la douceur de la nature, la force de l'imagination, la grandeur de la vertu et la fragilité de la vie. Le mystère plane encore sur le poseur de ces bombes poétiques. Qui était Homère? Comment un homme a-t-il pu produire pareil radium? La question passionna Nietzsche et des savants se disputent encore. Ce problème obsède notre époque pipolisée. Chaque siècle réduit des œuvres de génie à ses petites préoccupations. Notre siècle égalitariste s'intéresse aux revendications de l'ego. Bientôt, les spécialistes de l'Antiquité se demanderont si Homère était écrivain transgenre. Mais Homère balaie lui-même la question. Dès l'ouverture de l'Odyssée, il convoque Mnémosyne. La déesse de la mémoire va conter l'histoire, et lui, le poète, se contentera de recueillir le suc de la mélodie. À quoi bon démasquer le scribe puisque le texte tombe de la bouche d'une divinité? Citation. Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer, pour défendre sa vie et le retour de ses marins, sans en pouvoir pourtant sauver un seul, quoi qu'il en eût. Par leur propre fureur ils furent perdus, en effet, ces enfants qui touchèrent au troupeau du Dieu d'en haut, le soleil, qui leur prit le bonheur du retour. À nous aussi, filles de Zeus, conte un peu ses exploits. Chant 1 de l'Odyssée, les 10 premiers vers. Homère vécut au 8e siècle avant Jésus-Christ, 400 ans avant moi, prétendait Hérodote. Il n'est donc pas un reporter de guerre, puisque la guerre de Troie, sujet de l'Iliade, eut lieu en 1200 avant Jésus-Christ.
Ces datations proviennent des découvertes archéologiques effectuées dans les steppes de l'Asie mineure par un Allemand fantasque qui inspira l'Indiana Jones de Steven Spielberg, Heinrich Schliemann. La civilisation mycénienne avait couru de 1600 à 1200 avant Jésus-Christ, puis disparu, effondrée sous son propre poids. Il y aurait donc eu 400 ans de transmission orale et de souvenirs, de légendes, d'épopées, avant qu'un être, affublé du nom d'Homère, ne s'avançât sur le rivage et ne rassemblât ses matériaux pour constituer un poème. Dès lors, 3 hypothèses. Soit apparut un génie pur, barbu et aveugle, qui aurait tout inventé ex nihilo 400 ans après la guerre de Troie. Ce créateur inégalable, démiurge, doublé d'un monstre, aurait inventé la littérature comme on découvre le feu. Soit Homère est le nom donné à une collectivité de rhapsodes, de bardes et de poètes, cette race de conteurs courus jusqu'à une date récente sur les rivages de l'Égée et dans les Balkans, capable d'improviser de longs poèmes épiques. On dirait aujourd'hui un collectif d'artistes, collectif d'écrivains ou de poètes, comme le collectif Traverse. Au fil des siècles, ils auraient rassemblé des traditions et agencé un texte avant de l'augmenter, de le rapiécer, y intercalant une pièce par-ci, y ajoutant un morceau de bravoure par-là. L'Iliade et l'Odyssée seraient cette étoffe arlequinée, cette mise en ordre d'un patrimoine oral. Les ajouts disparates proviendraient de ces interpolations. Soit, thèse de Jacqueline de Romilly, la vérité se niche à mi-route. Homère aurait été le grand ravaudeur, il aurait attrapé les récits de la tradition dans son filet à papillons avant de les pétrir à sa patte dans un style unique, sa manière. Souvenons-nous de Brahms recomposant les danses paysannes magyares et les versant au patrimoine classique. Homère aurait été l'alchimiste recueillant dans un vase unique les sources multiples. Et il n'aurait pas hésité à mélanger les hauts faits et des épisodes qui n'étaient pas contemporains les uns des autres. Qu'est-ce que l'inspiration sinon cette méthode de cuisine ? Source disparate ou unitaire, le texte fut contemporain de l'époque où les Grecs du 8e siècle s'inspirèrent de l'alphabet phénicien et retrouvèrent un usage de l'écriture disparu pendant les âges sombres qui suivirent l'effondrement de Mycène. Les clercs débattent toujours pour savoir si les sociétés de l'Iliade et de l'Odyssée sont celles de l'époque mycénienne ou des âges obscurs pendant lesquels les poussées indo-européennes se répandirent sur les archipels de la mer Égée. Subtilité byzantine, Homère est d'abord le nom d'un miracle, ce moment où l'humanité a trouvé une possibilité de fixer dans sa mémoire une réflexion sur sa condition. Homère, avant d'être un personnage de biographie qu'elle ennuie, est une voix. Il donne leur chance aux hommes de comprendre comme ils sont devenus ce qu'ils sont. A-t-on besoin de savoir que Balzac buvait du café pour lire sa comédie humaine ? Faut-il connaître les coordonnées GPS de Combray pour rêvasser à Gilberte ? Dieu de l'Olympe, les spécialistes consacrent tant d'énergie à enquêter sur la plausibilité des choses qu'ils finissent par en négliger la substance. Et nous, on ne va pas la négliger. Je vais jusqu'au bout de cette introduction. Gnose, hypnose et névrose. Pourquoi ne fredonne-t-on pas les vers d'Homère comme des tubes de l'été ? Eh oui, nos grands-parents apprenaient par cœur des passages de l'Iliade et de l'Odyssée. Nous serions en peine d'en citer un vers. Notre école a-t-elle négligé les trésors homériques ? Ce serait un malheur de priver les générations de ces chants divins, ces poèmes d'or, ce verbe en feu. Grâce aux efforts des pédagogues du ministère de l'Éducation nationale, les humanités gréco-latines reculent. Une meute d'idéologues en charge de réformer l'école est parvenue en 5 décennies à saigner les études antiques. Selon eux, il serait élitiste d'apprendre les langues mortes. Nous demandons au personnel du ministère de l'Instruction de ne jamais mépriser l'enthousiasme du plus simple des enfants pour les aventures d'Ulysse, la tendresse d'Andromaque et l'héroïsme d'Hector. L'archéologue Heinrich Schliemann écrit dans son journal « Dès que j'ai su parler, mon père m'avait raconté les grands exploits des héros homériques. J'aimais ces récits, ils me charmaient, ils m'enthousiasmaient. Les premières impressions que l'enfant reçoit lui restent pendant toute la vie. » Depuis 2 millénaires, l'Iliade et l'Odyssée, nourriture de l'âme européenne, ont été commentées par tous les lettrés et philosophes. Platon le savait, Homère a instruit les Grecs. Chaque vers a été analysé des milliers de fois, jusqu'à la névrose. Certains exégètes ont consacré leur vie à un seul passage, écrit des livres à propos d'un seul adjectif, ainsi du mot divin dont Homère affuble le porcher d'Ulysse. Il est un peu intimidant de s'avancer sur le parvis de cet édifice de science. Pourtant, chacun d'entre nous, malgré un Himalaya de gloses, de Virgile à Marcel Conche, de Racine à Shelley et Nietzsche, trouvera jouvence à progresser de lui-même dans le texte feuillu, à y extraire une référence, à y glaner un enseignement,
à y découvrir un éclairage. Dans l'histoire de l'humanité, elles sont peu nombreuses les œuvres, grands textes des révélations religieuses mis à part, à avoir suscité telle abondance. Immergeons-nous donc dans le bain du poème en citant parfois ces vers comme des psaumes. Chacun trouvera dans la vasque, un reflet de sa propre époque, une réponse à ses tourments, une illustration de ses expériences. Les uns y tireront une leçon, les autres y chercheront un réconfort. Et, malgré les réquisitoires d'un petit bourgeois nommé Bourdieu contre la race des érudits, chacun pourra se lustrer l'esprit à la musique de ses chants. Nul besoin pour cela d'être passé sous les portiques de l'université. Et on entrera dans le vif du sujet demain, avec l'épisode 2, début d'un grand voyage. Merci à vous d'avoir écouté cette introduction, et je vous dis à demain.